Ok, donc, ce que le diagramme de Delaunay va faire, j'ai demandé de découper ce territoire-là. Il va découper cet espace-là en zones de telle sorte que, à créer des zones qui sont plus proches de chaque point. Donc, je pense que la méthode qu'il fait, c'est quoi? La méthode qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il essaie de, c'est pourquoi on appelle ça triangle de Delaunay. Il essaie de relier chaque point par un triangle comme cela. Ok. Et puis pour chaque triangle, ce que j'essaie de cartographier, il va rayer, un peu comme c'est diagonale, non? Une médiane plutôt. Il fait une médiane de chaque point. Non, ma médiane n'est pas forcément bonne. Il fait une médiane de chaque point comme cela. Il fait poser et puis il reste posé. Et puis il fait une médiane de chaque point comme cela. Ouais, non. Et puis à la fin, je vous explique un peu ce qu'il fait. À la fin, bon, comment je sélectionne maintenant? Ok, c'est sélection également. Il n'est pas important pour moi. À la fin, je supprime tous mes triangles là, comme cela. Ok. Je sais que j'ai fait une fausse erreur dedans. Je sais plus trop comment faire. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il découpe le territoire en différentes zones, de telle sorte que toute cette partie-là, c'est une zone où la distance de là à cette zone est plus proche que la distance de là à ici. Ouais, non. Donc, à partir des trois points, j'ai peut-être mal tracé quelque chose. Il va me découper le territoire en trois zones à partir de ces points-là. Donc, ça, vous voyez qu'il ne tient pas compte du découpage géographique naturel qu'on tient. C'est vraiment un truc mathématique, quoi. Super évident. Pour faire ce type de découpage. Donc, on peut utiliser ça souvent pour découper des zones de façon homogène. Comprenez? L'homogénéité ici, c'est juste sur la surface concrète. Et l'autre travail géographiquement, c'est quoi? Pour expliquer la partie géographique, ça consiste à, je prends un exemple ici. Comment on peut effacer ce que j'ai mis là? Comment on va effacer mes dessins. Ok. Donc, je prends ça, j'essaie de dessiner un territoire donné. Ça ressemble à un cœur. J'ai une zone A, une zone B, une zone C, une zone D. Je découpe encore. Donc, si ici on me demande de faire une sectorisation on suppose que c'est un découpage administratif qu'on a là, quand on me demande de faire une sectorisation de ce découpage administratif-là en deux zones, ça revient à quoi? À créer vers la fin deux zones comme ça. Je vais assurer les zones là. Elles sont un peu coloriées ici. C'est un peu une sélection un peu coloriée, non? Bon, c'est juste des limites, il ne faut pas colorier après. D'accord, donc, c'est que je vais créer une première zone comme cela. Non, mais la couleur n'est pas bonne en ce moment. Changement de couleur. Ok. Donc, je crée une première zone comme cela. Donc, je dis que cette zone-là, ça appartient à quelqu'un. Bon, je trouve que ça, c'est une erreur. Ok. Toute cette zone en rouge que j'ai assurée, elle appartient à un secteur. Et puis l'autre zone ici, c'est un deuxième secteur. Donc, si je veux caricaturer la deuxième zone, c'est vraiment tout ça. Ok. Allez, comme cela. Donc, cette zone en bleu là, c'est un secteur. Donc, vous voyez ici que pour créer les deux secteurs ici, c'est juste une agrégation de zones que je fais. Quand je passe sur le découpage administratif, je fais une agrégation de zones. On a l'habitude de faire ce découpage administratif parce que le découpage administratif, on a des informations qui sont derrière. La population qui a derrière le découpage administratif, le nombre de personnes, le nombre de femmes, ou des informations administratives qui sont liées à ça. Donc, ça agrège mes zones de telle sorte, les clients d'avance sur la population qui est sur la zone. Donc, on me demande peut-être de créer deux zones comme cela. Et puis, on a la population de passer dans chaque zone. On me dit qu'il faut créer deux zones de population à main égale. Donc, ça m'arrive à créer deux zones comme cela, mais en m'assurant que la population est à l'intérieur soit sensiblement égale dans l'idéal des cas.
C'est vraiment d'essayer de faire deux grandes zones qui ont vraiment le nombre de population. C'est impossible. Donc, demain, j'ai un TP sur ça qui montre un peu comment est-ce qu'on fait ce type de sectorisation avec un outil de cartographie comme ArcGIS que je vais utiliser. Donc, c'est ça la sectorisation. Et c'est une activité pour mieux gérer les zones d'une entreprise. Une activité qui se fait. Moi, j'ai fait beaucoup de ce type d'analyse-là. Donc, comme on le fait, la problématique, c'est que on veut créer deux zones à la fin, mais rien ne nous dit que quand tu contrôles deux ou trois zones, la population que tu vas atteindre là puisse être sensible. Donc, souvent, tu peux lui dire, je veux la même population à l'intérieur. Je veux aussi que les zones là, de façon, en termes de surface, il n'y ait pas trop de différence. Je ne veux pas une zone qui est trop grande, une autre zone. Donc, ça devient une question encore difficile à l'algorithme de faire. Je peux lui dire, comme on a dit, je veux qu'elle soit contiguë. Donc, du coup, il ne faut pas me créer des trous à l'intérieur des zones. C'est encore très compliqué. Ça rend le critère compliqué. Et souvent, on peut utiliser ce qu'on appelle, on peut utiliser le réseau routier pour faire de telle sorte que, parce que souvent, un exemple, on a fait un travail comme cela où, ici, j'ai donné une zone comme cela. Et donc, cette zone à ce cas. Parce que je dis non que géographiquement, c'est des zones qui sont voisines. Comprenez? C'est bon géographiquement. Mais de façon réelle, ça peut être faux. Imaginez que quand on va dans nos localités rurales ou autres, ici, comme ça, la route venait comme ça. Imaginez que la route venait comme ça. Ça, c'est le réseau routier. Donc, ça veut dire que j'ai donné ça à des commerciaux. Mais le commercial qui est censé gérer cette zone-là, quand il vient ici, il passe où? Il passe dans ces deux zones. Et puis après, il va passer dans la zone de son camarade. Et les commerciaux, on les connaît. Ils font ce qu'on appelle l'infiltration. Quand il arrive ici, il y a tous les commerciaux, tous les gens, rien qui trouvent ici, il les prend. Ouais. Donc, c'est bon comme sectorisation, mais c'est pas viable. Et ça crée des palabres à chaque fois. Lui a dit non, l'autre est dans ma zone, il vient, il prend mes clients, tout. Ça fait que moi, je plus des clients dans la zone. Même si tu n'arrives pas, il va dire que comme l'autre est venu, aujourd'hui, il n'a plus de clients. Donc, on s'est rendu compte que il fallait tenir compte de la notion de voisinage, mais le voisinage sur le réseau routier. En tenant compte de la route, lui là est plus voisin que à lui là, que lui là, de lui là. Vous voyez, géographiquement, c'est différent. Donc, le voisin le plus proche de celui, c'est lui là, et non ça. Donc, je peux dire que pour cette zone-là, je lui donne tout ça là, et puis je donne ici à l'autre, de telle sorte que lui, il ne peut pas traverser la zone de l'autre pour aller de l'autre côté. Donc, je prends le voisinage, mais je tiens compte, je fais une matrice. Une matrice, on appelle ça une matrice de distance à partir du réseau routier. Et ça donne quelque chose de très intéressant. Donc, c'est vraiment un algorithme difficile à faire à la tête, quoi. Comme on dit, c'est une activité un peu compliquée. C'est bon, je pense qu'on a compris. C'était juste pour vous expliquer toutes ces notions de sectorisation. On est toujours en enregistrement. Hein. OK. Donc, je coupe le partage pour passer en mode. Donc, je vais repartager mon écran. OK, comme ça. Donc, c'était ça. Donc, si je vais lire ce que j'ai écrit, pour voir si je n'ai rien oublié aussi, c'est ça. Sectorisation basée sur des modèles mathématiques. En effet, dans ce type de sectorisation, le découpage administratif n'est pas pris en compte ni des obstacles géographiques. C'est ça son problème. La sectorisation basée sur le découpage administratif, c'est une méthode plus empirique, mais très réaliste et opérationnelle. Elle prend en compte une ou plusieurs variables quantitatives ou qualitatives affectées à un territoire administratif. Ouais, donc, on peut affecter les informations qui sont à l'intérieur de ce territoire. On continue à des questions sur ça. Mhm. Oui, oui.
Mais c'est ce que j'ai dit, si tu as vu sur le deuxième que j'expliquais là. J'ai dit pour le voisinage en ce moment, on peut délimiter les zones tenant compte de la voie. La voie va me servir c'est la voie qui va créer le voisinage entre les points. Tu vois, non? La voie qui va créer le voisinage entre les points. Donc, on peut faire plusieurs analyses en tenant compte de la voie. Ça, on le fait beaucoup en géomarketing pour tenir compte de la réalité. On sait que les gens se déplacent à partir de la voie. Donc, quand tu fais une analyse que tu ne tiens pas compte du réseau routier, tu peux trouver des résultats qui ne sont pas vraiment viables dans la réalité. Donc, il faut tenir compte de la voie. Donc, ça va demander des petites compétences en ce qu'on n'a pas analyse des réseaux. Je parle de modèle à location, localisation en location. C'est un modèle qui s'appuie sur le réseau routier pour faire des analyses. Ça s'appuie sur le réseau routier. Il a comme fond de base réseau routier. Le modèle, on peut le trouver dans Network Analyst de ArcGIS. Network Analyst, c'est une analyse de réseau. C'est un algorithme, un ensemble d'algorithmes qui permet de faire de l'analyse à partir du réseau routier. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a des, pour faire ce genre pour faire quoi d'abord? Pour faire des analyses sur le réseau, alors? Pour la sectorisation, oui. Ce que je dis, c'est que je vais faire ça avec ArcGIS. Moi, je connais comment est-ce qu'on le fait dans ArcGIS. Dans QGIS, c'est pas fait encore. Il n'y a pas tout l'algorithme pour le faire. Mais on peut soit développer, j'avais déjà vu ça sur R, j'ai déjà fait ça avec R et autres. Je n'ai pas pu le faire sur QGIS. Non, non. Mais il y a c'est des algos qu'on utilise là. Donc, ces algos-là, il suffit juste d'avoir le code fait sur R et bien sur Python. Tu dois utiliser fait sur Python que tu utilises dans QGIS. Ouais. Mhm. Tu vas aller contrôler quoi sur le terrain. Ok, donc ça, c'est des informations que je ne suis pas obligé de faire du terrain pour avoir ça. C'est des informations, quand tu parles de nombre de clients, c'est des informations de mon entreprise. Donc, si j'essaie de couper une zone et que j'essaie de localiser mes clients qui sont à l'intérieur, tu connais moi que je peux avoir ces informations. Si je passe sur le découpage administratif, comme je le disais dans la deuxième méthode, c'est juste parce que je veux avoir la population par zone administrative. Donc, du coup, j'essaie d'avoir ces informations de façon administrative. Si vous avez un modèle mathématique là qui découpe les zones, après, si je n'ai pas la population par point, je ne sais même pas dire c'est quelle population qui est à l'intérieur, tout, tout, tout. Mais il y a toujours moyen de pouvoir avoir l'information d'une zone. C'est peut-être passer par les centroïdes des différentes zones là, et puis les affecter. Il y a toujours un moyen de pouvoir avoir une information à l'intérieur, sans même aller sur les terrains forcément. Mhm. Ok. Tu n'as pas encore des informations sur les clients. Ok. Tu es obligé de trouver un moyen d'avoir des informations sur les clients. Sinon, tu fais une analyse qui est limitée. On n'est pas obligé d'avoir toutes les données pour faire une analyse. Mais tu conviens moi que moins j'ai de données, moins mon analyse est pertinente. C'est ça le truc. Donc, c'est de trouver quels sont les moyens que j'ai pour que mon analyse soit très, très pertinente. Euh, j'ai une donnée que j'utilise. On va faire une analyse là. Quand je parle, je vais exposer plein de choses. On essaie, comme on n'a pas la répartition de la population par des petites zones, j'ai dit qu'on a fait une analyse en utilisant les grilles. Après, la difficulté, c'est d'avoir la population dans chaque grille. Bon, non, ça, c'est un découpage. C'est une sorte de découpage mathématique que j'ai fait là, les grilles là. Mais après, ça ne se cale pas forcément sur un découpage administratif. Donc, je ne sais pas dire c'est quelle population qui est à l'intérieur. Mais je trouve les voies et moyens de pouvoir distribuer la population d'une grande zone où la partie à l'intérieur de cette zone. Et il y en a plusieurs méthodes. On va essayer une petite méthode en allant sur des hypothèses très simples. On va peut-être supposer que la population est également répartie sur toute la zone. Du coup, j'affecte
la population que j'ai dans une limite administrative, dans une zone de superposée qui est en grille. L'habitude de te montrer ça à, dans l'espace comme cela. Donc, on va revenir sur ça, tu verras. Donc, toi, ton objectif, c'est de trouver les moyens et techniques qui te permettent d'avoir l'information que tu veux. Il faut aller collecter les données sur terrain, il n'y a pas de souci, tu vas les collecter. On peut souvent avoir un manque d'informations de l'entreprise, comme tu l'as dit. On va collecter sur terrain. Il y a des outils de collecte de données aujourd'hui que vous connaissez. Vous connaissez Kobo Collect, vous connaissez ODK. Vous connaissez ça, ODK. Il y a des outils pour collecter des données sur smartphone, sur tablette, ODK. C'est un très bel outil à connaître pour la collecte de données. Aujourd'hui, on collecte plus de données avec GPS. Gros GPS que vous connaissez, c'est combien de personnes utilisent ça? C'est pas forcément partout qu'on a besoin d'une précision des données. Si on est dans un cadre où on a besoin d'une précision des données, on va aller même aller utiliser des stations, comment j'appelle ça? Des stations, je ne sais quoi là, des GPS différentiels et autres pour avoir cette précision. Quand on va au GPS, on n'a plus la bonne précision, on a jusqu'à 3 mètres de précision. Donc maintenant, on peut utiliser le portable parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une précision trop exacte. Un portable mais fait souvent ce que fait le GPS. Donc, on peut utiliser ça pour collecter les données. On a tous ces outils de ODK, Kobo Collect, qui sont des outils qui permettent de collecter la donnée. Attends, je tape Kobo Collect pour que vous voyez. Vous avez fait Kobo Collect? Avec qui? Ah, Amandine. Ok. ODK, j'aime des choses même qui sont là-dessus. ODK, c'est le précurseur. Kobo Collect, là, c'est fondé sur ODK. ODK existait avant Kobo Collect. Kobo Collect, c'est juste une version plus améliorée de ODK. Donc, on peut collecter des données avec l'outil. Pour collecter les données sur smartphone, comment on appelle? C'est Kobo Collect, non? Pour connecter sur smartphone. Quand tu as l'application ODK, tu peux utiliser un truc que tu as fait sur Kobo dedans, à l'intérieur, sans souci. Donc, lui, c'est le précurseur. Donc, très puissant, intéressant. Maintenant, on vous a appris à faire des formulaires, tout ça, non? Vous faites ça comment? Vous venez ici, vous venez comme ça, et puis, et zéro, vous faites un temps. Ok. C'est très chic, ça. Mais c'est encore très limité. Allez-y. Vous avez vu ce qu'ils ont mis, c'est ISL form. Le ISL form, c'est, si vous voulez, c'est un fichier qui reconnaît les outils de RoboCollect, ODK et autres. Donc, vous pouvez déjà faire votre outil là en ISL form et puis venir le charger en Kobo. Et quand tu fais ici, là, je vous que c'est 1000 fois plus efficace. C'est comme si tu programmais, quoi. Mais cette fois-ci, tu fais ton fichier sur, c'est un Excel. Si vous voulez faire Excel, vous prenez Excel là. Tu fais ton formulaire sur Excel et autres, et puis tu viens que charger ici. Ça fait qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que tu apprends à ajouter. Comment est-ce qu'on peut mettre des images dans les réponses? Je peux faire une question à choix multiple, et puis je peux mettre des images pour représenter. Justement aux gens de me donner le taux de satisfaction. Le taux de satisfaction dans les zones. Je vois un truc pour vous montrer. J'essaie de voir un peu. Je vois un truc pour vous montrer. Ok, là, c'est ça. Là, ce petit-là, je sais même plus ça marche encore là. C'est-à-dire, quand tu finis de faire, quand tu finis de faire tes formulaires sur ça, là, après, l'autre niveau, c'est apprendre à le faire. Tu as un fichier Excel. Donc, dans un fichier Excel, tu mets ton formulaire à l'intérieur du film, tu charges ça sur Google. Quand tu vas là-bas, c'est juste pour charger tes trucs. Mais en faisant comme cela, tu as une très bonne capacité. Comme si tu programmais en réalité. C'est comme si ce que tu faisais de façon avec le lycée de poser là, tu programmais. Vous savez, quand on programme, on a plus de fonctionnalités qu'on peut mettre que lorsqu'on est sur l'outil ici.
vois même pas où c'est passé. Dans un CV là. On regarde ça aussi. Hum, Test, test, test. Puis d'autres exemples. Donc, tu peux mettre des images. Quand tu demandes au client, quel est ton niveau de satisfaction? Tu es content, tu mets une icône pour sourire. Quand tu n'es pas content, tu mets une icône qui est fâchée. Tu peux aller au-delà du logiciel, quoi. Donc, tu fais plus des choses trop, quand on fait des choses, c'est trop bleu, bleu, noir, noir. Tu peux mettre des couleurs entre les écritures. Un truc vraiment joli à voir, quoi. Ouais, quand tu as une entreprise, on peut pas des trucs vilains aussi, c'est ça. On fait des trucs bien jolis qui donnent envie. Quand tu as posé question au gars, quand il prend même, il est content de dérouler ton questionnaire parce que c'est beau à voir, ouais. L'esthétique à quoi qu'on met derrière. Donc, l'autre niveau à faire dans ça, pour que je vous conseille pour vous, c'est de savoir programmer un questionnaire sur UCL form. Ok. Programmer un questionnaire sur UCL form. Ça va permettre d'aller au-delà de ce que vous avez comme fonctionnalité. Ça permet une bonne compréhension du formulaire surtout. Une très bonne compréhension du formulaire. Après ça, après la sectorisation, une autre type d'analyse que vous allez croiser, un autre type d'analyse que vous allez croiser, c'est la zone de chalandise. La délimitation de la zone de chalandise. C'est quoi la zone de chalandise? La zone de chalandise est spécifiée comme étant l'ensemble des origines géographiques des clients d'un établissement commercial. L'ensemble des origines géographiques des clients d'un établissement commercial. Donc, quand on parle d'établissement commercial, on peut parler de, je prends un exemple, ça peut être un supermarché comme, pour ne pas faire de publicité, ça peut être un supermarché comme Sococé, merci. Et faire délimiter la zone de challenge de Sococé, c'est dire quelle est la zone d'où viennent les clients de Sococé, comprenez? Et on a besoin de ce type d'analyse-là. On a besoin de ce type d'analyse-là pour connaître l'origine du trafic de votre centre commercial, connaître d'où viennent mes clients, connaître, évaluer le marché en fonction des facteurs géographiques, analyser convenablement les besoins de vos clients. On sait d'où ils viennent, donc du coup, on peut comprendre leur comportement, on peut connaître leurs besoins, ouais, définir les stratégies afin de fidéliser la clientèle et trouver les nouveaux prospects. On sait d'où ils viennent, donc on sait les zones où on n'a pas de clients, pour aller là-bas prendre de nouveaux clients. Ça peut être intéressant de connaître les zones où viennent nos clients pour identifier les zones potentielles d'amélioration ou bien même pour augmenter nos parts de marché. Donc, ça permet aussi de faire une extension de nos points de vente. On regarde d'où viennent nos clients, on se rend compte que nos clients qui viennent à ce côté-là, je sais que c'est comme ça, que peut-être que c'est comme cela que, je dis peut-être, hein, Carrefour après. On a mis Carrefour, premièrement, s'installer à Macori. Pourquoi deuxièmement, on s'installe à Cocody? Pourquoi après on s'installe à Yopougon? Si on analyse nos clients qui viennent à Macori, on se rend compte qu'on a une grande nombre qui sont originaires de Cocody. Convenablement que c'est plus logique pour moi d'aller m'installer à Cocody. Vous comprenez? Après, il y a une bonne classe qui vit à Yopougon. Tu rapproches tes points de vente de leur habitation. Donc, tu fidélises tous ceux qui sont dans la zone. Et puis, tu as de nouveaux clients qui ne voulaient pas parcourir une longue distance pour aller vers toi. Ils deviennent de nouveaux clients. Donc, c'est pour ça que ça peut être important pour une entreprise de connaître l'aire géographique d'où viennent les clients de son point de vente. Et pour le faire, comment est-ce qu'on le fait? On a trois niveaux, on crée trois niveaux d'attractivité dans ces zones. La zone de chalandise, elle peut être grande, elle peut être petite en fonction de l'activité. Et on essaie de découper ça en trois zones. Une zone primaire. La zone primaire, c'est la zone où je sais que j'ai le plus de clients qui viennent et c'est la zone, la plupart du temps, qui est proche. Parce que la proximité joue beaucoup de rôle.
La zone secondaire, ça serait une autre zone, mais moins proche. Et puis la zone tertiaire, c'est la troisième zone, un peu, où les clients sont un peu plus éloignés. Donc, on dit que la zone primaire, c'est la zone la plus attractive, où mon attractivité est forte. Donc là, on dit que je touche un grand maximum de mes clients de cette zone. Ma zone secondaire, c'est le deuxième groupe qui vient. Ma zone tertiaire, c'est vraiment très faible. Ma pénétration dans la zone tertiaire est plus faible, quoi. J'ai pas trop de clients, mais il y a quelques-uns qui viennent dans ma zone. Comment on délimite la zone de chalandise? On a ce qu'on appelle la zone isochrone. Isochrone. Iso veut dire même. Donc, on crée une zone d'amplitude égale. Ça, je veux pas d'amplitude ici. Vous voyez ça, une zone là, une zone orange et une zone jaune. Ici, vous voyez quoi? 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. C'est ça une zone isochrone. On peut le faire là, j'ai le point de vente qui est là. Et puis, je viens de dessiner en rouge là. Toutes les zones qui sont à 10 minutes de mon point de vente. Donc, les clients qui sont ici dans cette zone-là vont mettre 10 minutes pour passer dans mon point de vente. Donc, je me dis, les clients qui mettent 10 minutes pour passer dans mon point de vente, j'aurai plus d'impact dans cette zone. Après, j'ai une deuxième zone où ces clients-là mettent comment? 20 minutes au maximum pour acquérir mon point de vente. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone secondaire. Vous voyez? Et puis, la zone tertiaire, ils mettent 30 minutes pour accéder à mon point de vente. Donc, on fait ce type d'analyse lorsque on a un nouveau point de vente, on ne sait pas où sont localisés nos clients. Ouais, c'est une analyse un peu subjective. Rien ne dit que les gens qui sont à 10 minutes vont venir là. Non, non. C'est une théorie qui dit que juste qui dit qu'à 10 minutes. Ceux qui sont à 10 minutes, j'aurai plus d'impact sur la zone de 10 minutes que la zone de 20 minutes que la zone de 30 minutes. Ouais. Donc, ça permet de connaître, du point, un nouveau point que je veux mettre là, quels sont les clients qui sont à 10 minutes, quel est leur comportement, comment est-ce qu'ils consomment, ouais, donc, pour voir mon point de vente là, le nombre de clients même qui est dans la zone et autres. Donc, ça peut déjà permettre d'estimer peut-être le chiffre d'affaires que je peux avoir dans ce point de vente. Ça peut permettre de connaître le type de clients que j'ai dans ce point de vente. Donc, c'est une façon de délimiter, une méthode de délimitation des zones de chalandise qui est très théorique. Elle est théorique. On peut la faire avec le temps, mais on peut la faire aussi avec la distance. Donc, dit que ici, les gens qui sont en rouge, c'est les gens qui mettent 5 km venant à mon point de vente. Les gens qui mettent 10 km en orange, et puis ceux qui sont en jaune, les gens qui mettent 30 km. Donc, c'est la même chose isochrone. Mais on dit isochrone parce qu'elles sont à égale distance. Et on le fait, comme je l'ai dit, sur le timing, sur le temps, comme sur la distance. Et ça tient compte du réseau routier, où est que la forme n'est pas, c'est pas une forme géométrique, je ne sais pas quel terme je vais utiliser. C'est une forme géométrique quelconque, hein. Parce qu'elle tient compte du réseau routier. Elle prend la route et puis elle dit que du déplacement de la route, là, voici les gens qui vont mettre 10 minutes pour accéder à mon point. Voici des gens qui vont mettre 10 km pour accéder à mon point. Donc, c'est une zone isochrone qui tient compte du réseau routier. Donc, pour faire ça, il faut avoir une base du réseau routier à la fin. Je vous ai dit qu'on faisait beaucoup d'analyses en partie du réseau routier parce que c'est ce qui est réel. On se déplace en fonction de la route. Donc, quand ils font le temps, là, ils regardent le déplacement sur les voies. On essaie d'estimer la moyenne, la vitesse moyenne qu'on va se déplacer sur les différentes voies pour avoir un truc comme ça. Ouais. Non, c'est pas plus la rentabilité. Ici, c'est plus, comme c'est un truc subjectif là, c'est pour l'entreprise, dit elle aura un fort impact sur les zones qui sont en rouge, quand ils sont plus proches. Donc, si je dois faire une activité, peut-être, je vais préconiser au départ pour un nouveau point de vente. Et au lieu de venir ici, venir chercher les clients au fond ici,
Je vais commencer à me chercher mes clients dans cette première zone-là. Je vais étudier les clients qui sont dans cette zone-là pour voir comment ils se comportent et puis pouvoir les adresser. Parce que mon attractivité là doit être forcément plus forte. Ici, là, je ne peux pas avoir une attractivité plus forte au fond ici que ceux qui sont à côté de moi. C'est plus dans le sens à volonté. Pas parce que j'ai fait plus de chiffre d'affaires. Non, non. C'est mon attraction que j'ai sur les clients qui sont dans la zone. L'attractivité ne dépend pas du nombre de clients dans la zone. La question est mal posée, c'est même pas comment la réponse. L'attractivité, là, l'attraction que j'ai, là, ça ne dépend pas du nombre, c'est plutôt... Ici, on entend dire que l'attraction dépend plus de la proximité que j'ai des gens qui sont... Voilà. Que j'ai une attraction qui est plus forte sur les gens qui sont à côté de moi que les gens qui sont très éloignés, c'est tout. Parce que ça dit, ça donne pas encore le nombre de personnes dans la zone. Non, non. Ça, quand j'ai un résultat comme ça me permet de connaître quels sont ceux qui sont dans mon champ intense d'attractivité. Les gens qui sont à 10 minutes de moi, là, c'est des gens qui sont dans une zone où je sais que mon attractivité doit être plus forte. Donc, comment est-ce que je fais pour les rendre en clients? Ils ne sont pas clients même. Une population peut être nombreux, peut être faible, tout dépend de la zone. Mais comment est-ce que je fais pour les rendre? Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nombreux. Ils ne peuvent pas être plus nombreux forcément. C'est une petite zone ici. J'imagine que cela montre tous ceux-là sont plus nombreux qu'ici. Mais je n'ai pas une forte attractivité dans cette grande zone-là que cette zone qui est plus proche. C'est tout. Parce que la notion spatiale du consommateur, c'est qu'on va toujours au plus proche. On va toujours plus proche. C'est sur ça qu'on se base pour mener cette théorie-là qu'on utilise. On va aller toujours sur la proximité. Quand tu voulais manger à midi, tu vas chercher les zones les plus proches pour aller manger. Donc, tu es d'accord avec moi que la plupart des clients qui vont venir dans le restaurant où tu es allé, ils auront plus. Original de Congo dit que les gens qui ont quitté Anglais vont venir. Mais les gens qui veulent quitter Anglais vont venir manger ici à midi, c'est faisable. Mais tu vas pas me dire que tu vas avoir tous les clients d'Anglais vont quitter venir manger, c'est pas possible. Mais tu peux avoir facilement tous les clients qui sont ici là pour aller manger là-bas. Donc, il faut comprendre le type d'activité. Donc, ça permet de prendre une zone où tes clients peuvent venir, de pouvoir analyser comment ils se comportent, de pouvoir avoir augmenter ton champ d'action sur eux. Vas-y. Mhm. C'est ça. Mhm. Mhm. Pour connaître les gens qui viennent de l'un et autres. Tu vas comprendre ça. Ici, on va si ça vient après, tu vas avoir une méthode. Ça, ils sont en train de monter une méthode que j'ai appelée, qu'on appelle une méthode subjective. C'est-à-dire qu'il va sur le fait que les gens qui sont plus proches vont venir vers moi. Donc, que, à un certain nombre de distances. Il pense qu'on fait une analyse même, tu peux connaître pour ton activité là, c'est quoi la distance que les gens sont prêts à parcourir pour avoir ton point de vente. En ce moment, tu sais que comme les gens sont prêts à parcourir 10 minutes, en 10 minutes, il y a un premier échange. J'aurai beaucoup de clients. À 20 minutes, c'est moyen. À 30 minutes, on peut faire une étude. On analyse sur le terrain, poser des questions aux clients dans les différentes zones là. Ça permet de voir un peu comment est-ce que les clients se comportent. Tu vois. Maintenant, après, après ce truc qui est subjectif, là, il y a un autre qui est subjectif, c'est juste faire ce qu'on appelle isodistance. C'est vraiment un buffer. Vous voyez que c'est très concentrique. C'est subjectif aussi. On peut prendre un point de vente, on crée différents cercles autour, et puis on sait un peu, voici un rayon de 5 km là, dans ce rayon de 5 km là, voici le type de client que j'ai, voilà, on peut faire, ok. Donc, on fait ça là pour connaître, pour un point de vente, les types de clients qui sont autour de son point de vente. Et qu'on appelle une méthode. Mais comme on l'a dit, c'est subjectif. Rien ne prouve que tous mes clients vont écouter là, rien ne prouve que mes clients ça n'a rien à voir. Pour avoir l'information réelle, comme tu le demandais, donc j'ai mis ces deux types de zones sont dites théoriques. La vraie information réelle, c'est d'aller quoi? À partir de la localisation de mes clients. Si j'arrive à localiser les clients de mon point de vente, je peux savoir donc où sont dispersés mes clients. S'ils sont proches, s'ils sont loin,
Et puis maintenant, tirer des conclusions pour savoir que j'ai un nombre de clients qui est très loin. Ici, comme cela, c'est une image qui montre tous les clients d'une zone. Donc ici, vous voyez que où c'est fort, ici, ils ont de forts clients dans ces quartiers-là. Ici, ils ont de moins de clients. Ici, c'est loin, mais de très forts clients. Donc, ça permet d'avoir, en réalité, la vraie zone de chalandise. Tu vois, on se basant sur ses clients. Laisse-moi finir ta question. On a la vraie zone de chalandise de base sur ses clients. Et on se rend compte que cette image, elle est quoi? Elle n'est pas parfaite. Elle est éclatée même. C'est ça la réalité. D'abord, on dit les deux à son théorie. Concentrer, concentrer, quoi, c'est là. Le vrai truc, c'est que ça sera vraiment éclaté comme ça, quoi. Je veux des clients ici, j'ai des clients au fond ici, j'ai des clients ici, tout, tout. Mais c'est quand même, ça me permet en grande tendance de voir que les meilleurs clients sont autour là, quoi. Ils sont dans cette zone-là. Donc, si j'ai un point de vente ici, OK. Mais si je me retrouve au fond ici, que je me rends compte que tous mes clients sont ici, c'est pas mieux pour moi de me déplacer pour venir ici. Ouais. Donc, on fait ça pour permettre d'étudier ses clients, d'étudier, de voir si c'est bon de rester dans la zone, bien de se déplacer, de comprendre vraiment ses clients, quoi, pour répondre bien à leurs besoins. Si je suis ici, que tous mes clients viennent de là, vaut mieux me déplacer pour venir ici. Donc, ça me révèle une information très intéressante. Mais si je suis là et que j'ai beaucoup de clients ici, je peux peut-être mettre un autre point de vente ici pour avoir tous les clients qui sont dans la zone et puis prendre tous ceux aussi qui sont à côté. Peut-être qu'ils ne viennent pas ceux qui sont à côté parce que c'est loin. Donc, je peux aussi augmenter encore ma base. Donc, ça permet vraiment, comme je l'ai dit, ici, il y a de connaître l'origine du trafic de mes clients, de comprendre ma clientèle, de connaître les besoins, de pouvoir m'adapter, de pouvoir modifier mon réseau, de m'étendre ou bien d'implanter un nouveau point de vente. C'est vraiment à ça que c'est la réalité de zone de change. La question, c'était, OK, OK. Qui peut répondre à ta question? Ta question, c'est comment, quelles sont les données, mais c'est comment collecter les données. C'est quoi la question? Et puis, quel type de données même tu demandes encore? Mhm. Comment ils vont, je prends la question, comment ils vont localiser les clients? OK, d'accord. Je pense qu'il y a deux questions qui s'est rattrapées sur la question de l'autre ici. C'est que ici, quand tu fais ça, ça veut dire que c'est le marché que tu utilises, pas forcément lié à tes clients. Donc, c'est les clients qui sont dans la zone que tu essaies d'utiliser. Donc, c'est d'avoir des informations des zones. OK, donc on est d'accord avec ça. Mais pour faire un truc comme cela, pour un supermarché, pour toi, c'est peut-être difficile de savoir son les clients. C'est pourquoi les supermarchés ont créé le type de fidélisation. Quand vous voyez, c'est qui sont possédés, vous donnez la carte. Je pense que c'est cette carte-là. Vous donnez la carte de fidélisation et autres. En France, les supermarchés ont créé ça pour ça, pour permettre de connaître les clients les plus fidèles. Ils ont créé une carte de fidélisation. C'est ça l'objectif. C'est que pour que tu puisses connaître tes clients, il faut une base de tes clients. Tu vois, non? Donc, pour faire ça, on fait des types de fidélité. On dit, bon, prenez une carte, ça permet quand vous venez de pouvoir avoir des bonus. Et cette carte-là, tu donnes tes informations, tes temps, ça permet de connaître le maximum de clients de l'entreprise. C'est une technique que j'avais utilisée en son temps pour les supermarchés pour avoir le nombre de clients. Comment? Mais ici, je ne sais pas si... Professeur, je peux rajouter? Vas-y, OK. Bon, en Côte d'Ivoire, ici, je dirais que c'est à travers les services de livraison en ligne à domicile qu'on peut essayer de trouver la localisation de nos clients, en fait. Parfait. Ça peut être une donnée très intéressante à faire. Voilà. Donc, ça, c'est sûr que ça sera, si j'étais junior en tout cas, on Euh, sera une bonne source de données
à partager aux entreprises après, pour savoir de telle entreprise, voici où sont localisés les clients qui ont fait les demandes, voici où ils sont. Donc, si vous voulez, c'est des produits que Jumia peut mettre à disposition de ses clients, des entreprises où les clients font des, font des commandes auprès de Jumia. Glovo aussi. Une très bonne base de données qu'on peut utiliser pour connaître tous de ses clients. Donc, s'ils savent ça, ils peuvent dire que, bon, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent nos produits là qui sont à Cocody alors que nous on a Macori. Pourquoi on ne met pas un truc à Cocody là-bas pour être plus rapide, pour répondre à leurs besoins, ils vont plus commander vu que c'est rapide. Tu là, je Monsieur, te... s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez. Confusion. Oui. En fait, je me rends compte que ces différentes stratégies sont plus basées sur le client. Ça ne devrait pas tenir compte également de l'approvisionnement. Tu veux dire quoi par approvisionnement? Je veux dire que si je considère que les clients sont basés, par exemple, comme vous l'avez dit, à Makori alors que je suis à Cocody et que je dois me déplacer à Makori, bon, considérons que je m'approvisionne peut-être à Niamey ou bien peut-être à Yamoussoukro. Mon lieu d'approvisionnement ne pourrait pas jouer également sur mon lieu ma localisation. Si, si. Ta question me ramène au modèle de Alfred Weber qu'on a dit tout à l'heure où on s'est dit qu'on localise une entreprise en tenant compte du marché, mais en tenant compte de, des matières premières. Ouais, non, donc, ta question est bonne, me demander est-ce que je ne tiens pas compte de l'approvisionnement. Mais la question est posée, Oui. c'est que l'approvisionnement va dépendre de l'activité. Ok, on reste dans le cadre de peut-être Jumia et autres. Tu vas voir que pour s'approvisionner, c'est dans l'entreprise, bon, côté approvisionnement, mais je pense même pas que c'est un souci, c'est vraiment la logistique qu'il faut travailler là-dessus. Mais il crée des points de stockage dans différentes zones. Tu vois, non? De telle sorte que Oui. tu peux commander une information. Au lieu qu'on aille la chercher peut-être à Yopougon, on a un autre point de stockage à Cocody ici qui permet de répondre à ça rapidement. Tu vois, non? Donc, leur approvisionnement, Oui. là, ils savent souvent, quand tu prends Amazon, qui est un grand truc, ça, c'est qu'Amazon fait, c'est ils ont un grand truc d'approvisionnement. Ils ont beaucoup de coins où ils savent stocker les informations. Donc, quand on veut une information là, on prend la zone la plus proche. Donc, tout dépend de l'activité dont on parle en termes d'approvisionnement. Tout va dépendre de l'activité. Mais effectivement, il faut tenir compte de l'approvisionnement dans la vie. Mais on est en train de parler de la distribution ici. La distribution, c'est que tu dois distribuer normalement partout. Donc, l'approvisionnement ne doit pas être un souci pour toi. Tu dois te débrouiller de telle sorte que à pouvoir distribuer dans toutes les zones. C'est compris, Sinon, monsieur. tu vas rester dans une zone, c'est pas les clients qui vont aller vers toi, toi qui vas vers les clients. Comme ça. C'est Donc, il compris, faut monsieur. créer des zones de distribution. Les zones de distribution sont faites pour se loin des zones d'approvisionnement. Donc, tu as des zones d'approvisionnement, de telle sorte que ça crée beaucoup de zones d'approvisionnement pour tes clients, c'est tout. Ok. C'est un peu ça la Merci. distribution. Merci, merci, monsieur. C'est bon? C'est bon à la question? Aucune question. Ok, donc, on va faire une pause et puis on va finir sur ça. On va finir sur le dernier point qui est l'implantation et la localisation commerciale. Un autre type d'analyse. Donc, 16h15, on reprend à 16h25. C'est bon? Ça marche à tout à l'heure. J'arrête non, laisse le partage, c'est pas j'arrête le partage. Et puis, je coupe l'enregistrement.